Eh bien, on a la chance de clôturer cette initiative là, d'épisode Sévenol en accueillant euh, Lucie et Virginie. Alors Lucie, ça fait oui, quelques années maintenant que c'est un petit peu notre complice dans ce monde de la recherche en éducation relative à l'environnement. On s'inspire beaucoup de ses travaux, de sa pensée, puis on a la chance, alors peut-être pas assez souvent, mais assez intensément à chaque fois, d'avoir quelques échanges fructueux. C'est vraiment chouette. Et puis Virginie, on va te découvrir. Euh, donc deux petits mots sur Lucie. Lucie est maintenant fait valoir ses droits à la retraite, mais elle a été pendant des années une figure, je dirais, une figure de proue de l'éducation relative à l'environnement, de la recherche, puisque tu es enseignante, enfin professeure à l'Université du Québec à Montréal. Euh, et, euh, et puis Virginie, toi, tu es en train de terminer ta thèse de doctorat et aussi avec une grande chance. Moi, j'aurais bien aimé avoir Lucie comme directrice de thèse, mais bon, j'en referai une peut-être un jour. Euh, voilà. On va. Alors, comme le disait Oran tout à l'heure, on accueille les questions bien volontiers, voilà, dans le fil de discussion dans le chat, au fur et à mesure. Je crois que les fois précédentes, on avait oublié de le préciser, donc il n'y avait pas énormément de questions, donc n'hésitez pas. Cet épisode-là va se dérouler en plusieurs temps, notamment un premier temps qui sera une présentation des contours de la pensée de nos deux invités sur le sujet. Et puis, on aura peut-être un petit temps d'échange, de questions et de réponses, d'approfondissement. Et puis, il y aura un temps d'atelier, qui est un atelier assez participatif. Mais voilà, Oran créera des salles à cette occasion. Et ben, je crois que c'est pareil, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser profiter de nos deux invités et enjoy. À bientôt. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation. Moi aussi, j'aimerais bien poursuivre des travaux de recherche avec vous. J'ai gardé tellement de beaux souvenirs de nos collaborations. Et puis, je vous dirais que ce matin, pour nous au Québec, c'est juste de vous imaginer dans vos magnifiques paysages. Ça me rappelle vraiment de très, très beaux souvenirs. Alors, je vais partager un écran avec vous, un diaporama que je mets en plein écran. Le voilà. Alors, ravi de vous rejoindre avec Virginie Bollen dans ces épisodes Sévenol. Et en fait, on se retrouve maintenant au terme d'une année évidemment très particulière, hein, d'une année de confinement, donc une année charnière pour notre humanité et qui a eu pour le moins l'avantage de nous offrir le temps et le contexte de réfléchir à ce monde que nous voulons et de prendre conscience des dysfonctions au sein de nos sociétés, dont la rupture avec les dynamiques de la nature. Et puis, évidemment, cette réflexion-là a donné lieu à la publication de nombreux ouvrages sur ces questions-là. Et des ouvrages qui ont mis en évidence les apprentissages qu'on a fait, mais pour le moins, en fait, les apprentissages qu'on devrait tirer de cette pandémie qui s'achève, on l'espère. Et entre autres, celui-ci du philosophe, sociologue et philosophe des sciences, Bruno Latour, dans son ouvrage Leçons du confinement à l'usage des terrestres. Et c'est un ouvrage qui met en évidence la mutation, rien de moins que la mutation qu'on doit envisager. Il souligne que la transition peut certes nous faire un bout de chemin, mais la transition ne suffira pas.
il parle, Bruno Latour, d'une nécessaire métamorphose de notre identité terrienne. Alors il se dit, plutôt que de se demander, mais où va-t-on, vers où va-t-on transiter, Bruno Latour pose d'abord la question fondamentale, mais où suis-je? Où suis-je? Où sommes-nous en ce moment, en cet espace-temps de notre histoire humaine? Et il observe, ben, qu'on le veuille ou non, cette terre ne sera plus la même. Ces conditions d'habitabilité euh, sont, sont, sont inéluctables. Et sous la pression de nos excès, de nos extractions, de nos contaminations. Alors il dit, il faut impérativement apprendre à nous transformer en apprenant à vivre enfin avec Terre. Et il met un T majuscule à Terre comme une entité vivante, Terre comme Gaïa, comme un tout organique. Alors donc, au-delà de notre identité de terrien, d'humain localisé sur Terre, ben, il s'agit de devenir ou de redevenir terrestre, comme appartenant à la Terre, dit Bruno Latour. Alors, il faut se rendre compte qu'on est tous enchevêtrés les uns dans les autres à travers le temps, l'espace, dans la matrice de l'eau, du sol, de l'air, avec les galaxies de micro-organismes qui nous traversent. On se transforme et on s'engendre mutuellement. On fait partie, dit-il, d'une mince membrane de vie dont on est en train de transformer la température et toutes les fuites sont fictives. Les fuites technologiques dans les modes de gestion, par exemple, les fuites par les accommodements, par l'imaginaire, il dit, Bruno Latour, on ne s'en sortira pas. Alors, et en particulier, il dit, ben, faut se libérer de la violente colonisation de l'économie, c'est de la globalisation en fait, qui phagocyte des pans entiers de territoires et leur population. Donc, il dit, il faut se libérer de l'économie, celle qui nous fait vivre ailleurs, qui nous met hors sol, qui nous fait prendre conscience, qui nous fait prendre, en fait, les autres humains et le vivant pour des ressources. Alors donc, la grande mutation, la métamorphose, nous dit Bruno Latour, ben, c'est celle de nous reterritorialiser sur et avec Terre ensemble. C'est là où je suis, où nous sommes, c'est le seul lieu de notre nouvelle liberté. Alors évidemment que l'éducation est interpellée ici au premier plan, mais une éducation, mais vraiment intégrale. Une éducation qui prenne en compte l'ensemble des sphères d'interaction à la base de notre développement personnel et social et qui les relie entre elles. Donc, pas une éducation tronquée ou morcelée. Alors, voici une représentation que j'ai l'habitude d'utiliser des sphères d'interaction à la base de notre développement personnel et social. Donc, au centre, la sphère du rapport à soi, c'est la sphère de construction de notre identité individuelle et collective. Donc, apprendre à être, apprendre à devenir, apprendre à apprendre, apprendre à entrer en relation, apprendre à prendre soin de soi. Et puis, il y a la sphère d'altérité humaine qui est étroitement liée à la première. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Albert Jacquard disait si je peux dire je, c'est parce que tu m'as dit tu. Hein? Donc, cette deuxième sphère, c'est celle du rapport à l'autre humain, où on va retrouver entre autres les enjeux de paix, d'interculturalité, d'équité, de justice, de solidarité. Donc, il faut apprendre à interagir et à prendre soin de l'autre. Et puis, la troisième sphère, c'est celle du rapport à oikos, hein, cette maison qu'on partage entre nous, les humains, et avec toutes les autres formes de vie. Et cette troisième sphère-là d'interaction est celle qui nous interpelle plus spécifiquement en éducation relative à l'environnement. Cette éducation qui concerne pas tant l'environnement comme objet, mais notre rapport à l'environnement. L'environnement vu comme une matrice de vie dont on fait partie et dont il faut apprendre à prendre soin.
Alors, cette troisième sphère-là, elle va correspondre à un pôle d'interaction fondamental dans le développement personnel et social. Et pourtant, on l'oublie trop souvent. On l'oublie et l'éducation reste tronquée, on forme des êtres inachevés. Il faut se rendre compte aussi que ces trois sphères-là sont étroitement reliées entre elles. Et si on les distingue, ben c'est pour mieux analyser nos situations éducatives, mais ce n'est pas pour les séparer. Et c'est important d'échapper au grand morcellement de toutes ces éducations à, les éducations pour, qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est sûr qu'il faut quand même les analyser, les reconnaître, mais pour mieux les intégrer. Hein. Donc, il faut échapper au grand morcellement de l'éducation formelle aussi, qui est déjà tellement compartimentée. Donc, si on nomme ces trois sphères-là, chacune d'elles, si on les caractérise, c'est pour mieux les relier et c'est pour mieux aussi nous situer notre action éducative du moment. Parce que c'est certain, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut choisir selon les contextes et les réalités plus spécifiques qu'on va aborder dans nos situations pédagogiques. Mais il faut s'assurer aussi qu'au bout du compte, on n'ait rien oublié. La sphère du rapport à l'environnement, entre autres, ben, reste le tiers exclu trop souvent des systèmes d'éducation. Et puis, il faut se rendre compte que ces trois sphères-là, ben, elles sont reliées aussi transversalement, entre autres par le rapport au savoir, par le rapport à l'éthique, par le rapport au pouvoir. Alors, puis vous aurez sans doute reconnu là, dans une autre configuration la tripolarité de la formation développée par, entre autres, Gaston Pinault, Pascal Galvani, l'auto, co, éco-formation. Alors, l'éducation relative à l'environnement est au cœur d'un projet d'éducation qui soit véritablement écologique et pas seulement parce qu'elle s'intéresse à notre rapport au système de vie, mais parce qu'elle participe à la mise en relation systémique et holistique de toutes les réalités et phénomènes de ce monde que nous partageons, de toutes les dimensions de oikos dont on fait partie. Oikos qu'on peut appeler aussi Gaïa, comme le fait Bruno Latour. Et puis les sources d'inspiration pour alimenter la réflexion sur le rapport écologique au monde, eh bien, ces sources d'inspiration-là ne manquent pas. Et si ben, le temps, malheureusement, est trop court pour se mettre à explorer tout le champ de la pensée écologique, il y a ce petit ouvrage, en fait, qui est un manuel de poche, oui, et qui rassemble les contributions de 60 penseurs qui ont contribué au champ de la pensée écologique. Et c'est intéressant, ça se lit par petites bouchées, comme on mange un gâteau. En fait, l'écologie est vue par l'ensemble de ces auteurs-là, ces penseurs-là, comme un mode d'appréhension du monde, comme un principe unificateur du savoir, en raison de son caractère évidemment transversal, hein, et comme l'exigence d'un autre rapport au vivant. Alors, les concepteurs de l'ouvrage, qui est publié chez Wild Project, étonnamment une maison française basée à Marseille. Alors, les concepteurs de l'ouvrage ont réuni les propos des penseurs qui proviennent de toutes les sciences humaines et sociales et disent qui se sont métamorphosés au contact de l'écologie. Donc, des penseurs qui proviennent du monde de toutes les sciences, de la littérature, du droit, de l'agriculture, de l'architecture, des arts, évidemment de l'écologie scientifique, des sciences naturelles. Euh, et, et, et les concepteurs donc de cet ouvrage-là vont déployer ce qu'ils appellent le champ des humanités écologiques qui résultent chacune et tout ensemble du dialogue des savoirs, de l'exercice de la transdisciplinarité. Et puis, à travers ce vaste champ de la pensée écologique, ben, trois questions sont abordées. Comment connaître le vivant? Comment cohabiter avec lui? Et selon quels principes s'organiser?
En fait, ce sont les grandes questions transversales d'un curriculum d'éducation écologique. Et on va voir que l'éducation relative à l'environnement contribue à répondre à ces questions-là à travers ces différentes dimensions. L'éducation à l'environnement est de l'ordre de l'éducation fondamentale. Ça va au-delà de l'apprentissage des éco-gestes. Les éco-gestes sont importants, on le sait, c'est une affaire de cohérence, mais qui ne suffisent pas pour réaliser les mutations dont parle Bruno Latour. Alors, je vais rapidement avec vous, là, parce que je vois bien le temps qui passe, je vais rapidement avec vous regarder, en fait, ces différentes dimensions de l'éducation relative à l'environnement. Ce sont des dimensions complémentaires, hein, mais il faut bien les avoir en tête pour pas, justement, aborder l'éducation à l'environnement dans un petit coin de son territoire ou de son paysage. Je pense il faut reconnaître ces différentes dimensions-là pour déployer notre action éducative en matière d'environnement. Donc, la dimension épistémologique qui a pour fonction la construction du savoir écologique, la dimension ontogénique qui concerne le développement de notre identité écologique, la dimension éthique qui accompagne la recherche, la signification de valeurs, la dimension esthétique qui est centrée sur la célébration du monde, la dimension critique qui va stimuler le questionnement pour l'émancipation, la dimension heuristique qui va inviter à la recréation d'un monde habité et la dimension politique qui mène à l'engagement. Mais comme je disais, ces dimensions-là ne sont pas coupées les unes des autres. Si on les nomme, ben, c'est pour mieux analyser notre action éducative et s'assurer, au bout du compte, au bout de notre intervention sur le fil d'une année ou d'un curriculum, de ne rien avoir oublié. Alors, je vais vraiment les survoler, mais je vous le promets rapidement chacune, simplement pour en avoir une petite idée. Donc, la dimension épistémologique nous invite à la reconnaissance de la complexité du monde, de l'incertitude et de l'importance de construire ensemble le savoir écologique et l'interprétation du monde. Et vous savez, tout le savoir environnemental, il n'existe pas nécessairement actuellement sur les rayons de la bibliothèque. Le savoir environnemental, il est vivant, il se construit au fil des jours, il se construit au fil des événements et c'est parfois insécurisant. Quand on démarre un projet pédagogique ou un projet d'action sociale en environnement, ben, on n'a pas nécessairement tout le savoir qu'il faut. Alors, on le construit ensemble. On synthétise les éléments qui existent déjà et on construit ensemble les éléments qui manquent justement parce que au regard du contexte en particulier où on se retrouve. Donc, et c'est important de faire appel ici quand même à la rigueur, d'accord? C'est exigeant parce que la rigueur d'un savoir qui soit juste, qui soit fondé, euh, qui soit vérifié, ben c'est ça qui donne la légitimité et la crédibilité dans les débats, hein? Le savoir euh, validé, c'est le carburant de la pensée critique qui elle-même est au fondement de la posture politique. Alors, d'où l'importance d'une approche critique du savoir véhiculé dans les médias et les acteurs du monde politico-économique. Alors, la dimension ontogénique maintenant, et de ça, Virginie va vous parler vraiment plus abondamment tout à l'heure, donc je vais l'esquisser rapidement. Ben, la dimension ontogénique fait référence à la genèse de soi dans le monde. Et en éducation à l'environnement, on travaille ici notre rapport au vivant pour mieux construire notre identité écologique. Alors, il y a tout un ensemble de propositions qui sont inspirantes à cet effet-là.
comme l'éco-ontogénèse de Tom Berryman, l'éco-formation, Gaston Pinault, Pascal Galvani, et l'ouverture vers l'école à ciel ouvert. C'est tellement important, et à Supagro, dans vos formations, vous le vivez, et c'est fantastique. Donc, alors, Virginie en parlera tout à l'heure davantage. Donc, la dimension éthique, il ne s'agit pas ici d'enseigner des valeurs environnementales, mais plutôt d'accompagner les étudiants, les élèves dans le grand vertige, finalement, de la réflexion éthique en matière d'environnement. Et ce n'est pas simple, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'existe pas de valeur environnementale donnée a priori. Par exemple, la valeur du respect ou de la responsabilité. Bon, et a priori, ça ne veut rien dire. La valeur du respect, par exemple, ça prend une signification tout à fait différente si on respecte la nature au regard des ressources qu'elle nous procure, ou si on respecte la nature parce qu'on reconnaît fondamentalement le droit du vivant à son intégrité. Donc, les valeurs n'ont de sens que dans le système des valeurs dans lesquelles elles s'inscrivent. Donc, c'est important d'analyser nos propres valeurs, de construire notre propre système de valeurs, mais aussi de savoir identifier le sens des valeurs dans les discours sociaux, dans les médias, par exemple. Et moi, j'aime beaucoup utiliser les médias avec les étudiants pour faire ces analyses-là. Dans les messages publicitaires, on retrouve là tout un champ de valeurs qu'il est intéressant d'examiner. Alors, et pour nous aider dans cet examen-là, nous, comme formateurs, c'est important de se donner une culture éthique. C'est exigeant, mais c'est important. C'est très foisonnant, le champ de l'éthique, des éthiques de l'environnement. Bon, juste à titre d'exemple, l'éthique de la joie, de la reliance, dont parlera tout à l'heure Virginie, l'éthique du commun, de la solidarité écologique, l'éthique de l'indignation, l'éco-justice et tant d'autres. Et en fait, l'éthique environnementale, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, là. Il faut la construire ensemble, la repenser en contexte dans chacune des situations spécifiques. Ah, je crois qu'il y a une coupure. Je ne sais pas si c'est que moi. De production, d'expression de soi dans le monde, mais aussi comme outil d'analyse critique et de réinvention de ce monde-là. Nos collègues à l'UQAM ont développé un magnifique site web pour montrer comment s'associe art et éducation à l'environnement dans les différentes disciplines artistiques. Donc, art et art, ça vaut la peine d'aller consulter ce site-là. La dimension critique de l'éducation relative à l'environnement, maintenant, elle fait appel, bien entendu, au développement d'une pensée critique, appréhender la complexité, la contextualité, etc. Donc, fait appel à la rationalité critique pour être capable de juger, affirmer, etc. Mais plus que ça, la dimension critique de l'éducation à l'environnement fait appel à une posture de critique sociale qui dépasse la rationalité critique. Et ici, notre raisonnement, il est fondé sur une éthique éco-sociale, sur la justice, sur la sollicitude. Oui, on va aborder le monde dans une perspective critique, mais au-delà de la seule rationalité, et c'est ce qu'on appelle un enjeu de criticité. Alors ici, on va se poser les grandes questions. Qui décide quoi, pourquoi, au nom de qui, dans quel but? Et puis, proche de nous, mais qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre espace de liberté? Quelles sont nos entraves? Comment on peut se libérer de nos entraves? Quels sont nos lieux, nos outils de pouvoir? Alors voilà, les questions critiques par excellence.
Et évidemment, ça fait appel à tout le gisement des pédagogies critiques. Vous les connaissez sans doute, elles sont à explorer, à réexplorer, et en particulier dans les ouvrages de Irène Pereira. Je pense qu'on trouve là des synthèses vraiment intéressantes. Alors, la dimension heuristique, ben, c'est celle qui nous invite à reconstruire ce monde-là. On l'a déconstruit par la critique, maintenant, il faut le reconstruire. Alors, ça me fait penser au magnifique livre « Résister, c'est créer » de Florence Aubenas et Miguel Benassayag. Donc, nous invite à créer l'alternative, à nous mettre en projet. C'est la pédagogie de projet. Et on va célébrer d'abord les initiatives existantes, mais aussi poursuivre le travail de créativité, d'inventivité critique qui a déjà été amorcé par tant de gens, de collectifs, de collectivités intègres, créatifs et courageux. Alors, maintenant, la dimension politique, c'est la dernière qu'on va examiner ensemble. Eh bien, cette dimension politique-là nous amène évidemment à prendre conscience qu'on vit dans un monde partagé. Et politique, il ne faut pas non plus l'envisager dans une perspective abstraite et complexe et formelle. Mais politique, ça se vit au fil des jours, là. Ça veut dire simplement s'occuper ensemble de ce qui nous concerne tous. C'est ça que ça signifie politique. Polis chez les Grecs, hein, la cité. Ben, c'est la cité, oui, de nos territoires nationaux, mais c'est la cité de la classe pour les élèves, c'est la cité de l'école, c'est la cité de la communauté, de la collectivité. Alors, donc, et ici, on trouve l'émergence de la citoyenneté. De l'éco-citoyenneté, bien sûr, qui va au-delà. C'est une citoyenneté 2.0, où la cité est celle de tout le vivant. Donc, et Chaya Heller démystifie aussi l'activité politique. C'est simplement ce qui se passe quand on se réunit entre nous pour discuter, débattre des mesures politiques qui nous concernent tous. Alors voilà, donc démystifier l'action politique et l'idée de cité. Et les jeunes veulent déjà être considérés comme citoyens de leur monde. J'aurais voulu parler davantage de cet ouvrage tout récent sur éducation et conscience politique de Louis Marmoz, qui réunit justement les propositions de différents auteurs. J'ai observé que ce sont tous des hommes. Sans doute qu'il faudrait, nous, faire un autre livre rose où on aurait aussi les propositions politiques d'auteurs au féminin, dont celle de l'écoféminisme. Alors, ben, en fait, Louis Marmoz observe que finalement, le rapport entre la pédagogie et la politique, c'est simple. Il ressort du soin des autres, de l'aide à leur construction responsable. Et dit finalement, la conscience politique, ben, c'est la capacité pour l'individu de se situer dans sa société, dans son écosystème en tant que nœud d'un réseau multidimensionnel. Et ça permet d'envisager le monde comme un ensemble de phénomènes interdépendants qui interagissent. Alors finalement, politique, la conscience politique, ben, c'est une conscience écologique. Alors voilà, la conscience politique nous amène à développer aussi cette compétence politique, exercer une vigile critique, dénoncer, résister, choisir, proposer, revendiquer la démocratie participative, s'engager dans les débats publics, savoir créer, innover, concevoir des projets, y contribuer et s'engager avec authenticité, courage et rigueur. Alors tout ça, évidemment, converge vers une éco-citoyenneté, un engagement politique pour le bien vivre ensemble, ici, au creux de nos milieux de vie. Donc une citoyenneté consciente des liens étroits entre société et nature, critique, compétente, créative, bienveillante, engagée, capable et désireuse de participer au débat public, à la recherche de solutions, à l'innovation éco-sociale.
Ça interpelle évidemment des changements pédagogiques majeurs. L'élève n'est pas vu comme un objet qu'on veut transformer, mais comme un sujet du changement, un sujet politique qui apprend à travers l'action, qui développe son pouvoir-faire, son agentivité individuelle et collective. Et l'enseignant n'est pas seulement un transmetteur de contenu, un didacticien, mais un travailleur culturel et qui doit d'abord clarifier et justifier ses propres cultures. Et on n'hésite pas maintenant à parler d'un engagement militant en éducation où on a compris les limites finalement de cette éducation qui soi-disant se veut neutre. Les jeunes veulent être reconnus comme des citoyens à part entière de leur monde. Ils trépignent aux portes de la vraie vie. Ils sont pleins de créativité, d'un potentiel extraordinaire. Ils souffrent d'éco-anxiété en ce moment, mais sont prêts à s'engager. Alors, on s'engage avec eux, d'accord? Voilà. Alors, dans ce vaste chantier collectif dont il faut reconnaître l'ampleur et la profondeur. Alors, parlant de profondeur, je vais maintenant céder la parole à Virginie. On s'était dit qu'on se partageait cette heure avec vous et moitié-moitié. Je pense que ça va. On a grignoté la moitié de la tarte. Alors maintenant, je vous présente Virginie Bollen qui a une belle trajectoire à la fois d'animatrice de projets, de programmes d'éducation en nature, d'éducation relative à l'environnement, qui a une expérience de terrain, mais vraiment concrète. Et puis aussi, Virginie qui a entrepris au terme d'un parcours d'études en génie, elle est elle a un master en génie. De quelle université, Virginie, déjà ton diplôme de master, si tu veux mettre ton micro, Virginie? Oui. C'est une école d'ingénieurs à Lyon, l'ITEC à Lyon. Voilà. Donc, elle a une âme d'ingénieur, mais comme on dit chez nous, une ingénieure qui a bien du cœur, d'accord? Et Virginie, elle s'est engagée en éducation et en éducation à l'environnement et elle vient de déposer une magnifique thèse qui va être soutenue à l'automne. Et voilà, elle va nous parler, elle va nous plonger justement davantage dans la dimension ontogénique de l'éducation à l'environnement, mais qu'elle situe dans une perspective holistique. Alors, on écoute Virginie. On t'entend, Virginie? Est-ce qu'on t'entend, Virginie? Voilà, ça y est, on m'entend. Voilà, oui, ton micro. Ça y est, on m'entend. C'est organiser mon écran. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Avec mon Parfaitement. micro. Super. Parfait. Donc, je vais mettre mon diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Pour Super. l'instant, tout se passe bien. Merci Lucie pour cette présentation et merci pour cette introduction tellement riche. On voit qu'il y a un foisonnement de possibles en matière d'éducation relative à l'environnement et c'est vrai que moi je vais me concentrer sur une des dimensions, mais toujours, ce n'est pas dans un esprit de cloisonnement, mais c'est une petite, c'est une porte d'entrée, cette dimension ontogénique de l'éducation relative à l'environnement, mais qui va mobiliser toutes les dimensions. C'est le propre de l'éducation relative à l'environnement. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, voilà. En fait, ce titre de cette présentation, c'était « L'ancrage de soi dans le monde, dimension croisée d'une éducation relative à l'environnement ». Et là, je vais un petit peu nuancer, préciser un peu ce propos. Moi, je vais m'intéresser à cette éducation holistique axée sur le rapport au monde, ce rapport au vivant. Alors là, justement, c'est quand on parle du rapport au vivant, eh bien, voilà, c'est quand ce rapport au monde et ce rapport au vivant, c'est ce rapport au milieu de vie naturel et cette nature territoire, pas seulement une nature, mais une nature qui est vraiment contextualisée, associée à un territoire. Donc, je préfère l'expression nature-territoire ou territoire-nature avec ceux qui vivent dans cette nature-là, ce territoire.
Et on verra aussi qu'il y a une notion qui est importante hein, quand on parle d'éducation holistique, ben, c'est l'ouverture à d'autres possibles en matière d'éducation et qui va amener une réflexion finalement sur le rapport au savoir et qui va nous introduire aussi une réflexion sur les questions de paradigme dans lequel on peut se situer. J'ai mis dans cette diapo ben, le fait que c'est vrai comme l'a dit Lucie, hein, cette présentation, certains éléments sont le résultat de cette recherche que j'ai faite qui a été quand même financée par le Fonds de recherche du Québec, ce qui démontre quand même cette tendance de nos jours à s'intéresser justement à ces possibles en matière d'éducation, de plus en plus leur donner vraiment du crédit par rapport au paradigme dans lequel on se situe de nos jours, qui est plus ce paradigme un petit peu scientifique, avec cette approche scientifique et positiviste. Et on peut le dire, qui a été un des grands initiateurs a été Descartes sur cette approche où vraiment on sent de plus en plus cette acculturation scientifique, mais aussi cette volonté de distanciation vis-à-vis de la nature et même une mainmise du vivant sur le vivant. Et donc se dessine cette posture anthropocentrique, hein, tout est centré autour de l'homme. C'est donc une posture aussi utilitariste, c'est au service de l'homme. On voit que là, cette approche au vivant est une approche comme réduction. On réduit la nature à ce qu'elle peut, elle est intéressante que si elle est utile. Et on le voit, hein, on est dans cette ère de l'anthropocène qui nous a conduit finalement à cette crise de l'environnement. En parallèle de ça, justement, en matière de possible, eh bien, il y a toute une réflexion sur cette approche écologique, cette vision systémique qu'on peut avoir de notre rapport à la nature. Et puis finalement, c'est pas nouveau parce qu'en fait, Spinoza, qui est un contemporain de Descartes, avait amené cette idée d'approche finalement écologique, mais aussi avait amené l'idée d'une éthique environnementale avec cette valeur intrinsèque qu'on accorde à la nature, et en disant qu'il n'y a pas de cloisonnement, la pensée et puis le corps sont intimement liés. Et pour ces raisons, d'ailleurs, en son temps, il avait été fortement menacé de mort et même il avait été excommunié parce qu'il avançait des idées qui étaient vraiment trop à contre-courant. Donc voilà. Et dans ce paradigme, eh bien, on est dans un désir de symbiosynergie. Dans ce terme symbiosynergie, il y a symbiose et la synergie. Créer une symbiose avec la nature pour créer un vivre ensemble. Et là, vraiment, on est dans une posture écocentrique. Ce n'est plus l'homme qui est au centre des choses, mais c'est le vivant. Et cette approche au vivant, eh ben, elle est vécue comme une relation. Et ce mot relation, on va le revoir, ça va nous suivre tout au long de cette présentation. Mais tout ce paradigme, eh bien, il va amener justement un vivre ensemble sur Terre. Et ce n'est pas un vivre ensemble conceptuel, c'est vraiment dans le concret de nos vies, c'est le ici et maintenant. Ça, c'est vraiment aussi important. Quand on voit ces deux flèches-là, ces deux couleurs, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Eh bien, Kolb fait une très bonne réflexion, c'est de dire que le comportement de l'être humain et l'orientation profonde qu'il donne à sa vie eh bien, dépendent de la compréhension qu'il a de son lien au monde. Donc ça, c'est fondamental, cette réflexion. Hein. Ce comportement, eh ben, c'est en lien avec cette compréhension que l'être humain a de son lien au monde. C'est plutôt une distanciation, une rupture, hein, nature-culture, et Bruno Latour l'a vraiment bien exploré, cette dimension de césure, de scission, alors que dans l'approche écologique, on est au contraire dans une perspective de symbiosynergie. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'impact en éducation ? Eh bien, en fait, quand on est dans ce paradigme, un peu cette approche scientifique techniciste, on est dans une approche positiviste avec un cloisonnement et une fragmentation des savoirs, où là, ben, on est plutôt dans une approche transmissive avec des savoirs prédéfinis. J'aurais envie de dire, les mathématiques, c'est un exemple parfait. Là, on n'est pas vraiment dans la créativité. 2 plus 2, c'est 4, et puis tu reçois cette information. La photosynthèse, on nous donne le mécanisme de la photosynthèse, et ensuite, on va éventuellement aller le vérifier lors d'une expérience. Il y a une certaine passivité, finalement, de l'apprenant. En dominante, il peut y avoir aussi une construction, mais dans la dominante, il y a quand même une certaine passivité. Alors que dans l'approche écologique, c'est une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on refuse ce cloisonnement des savoirs. On est plutôt dans le décloisonnement des savoirs et il y a un souci de vouloir intégrer plusieurs niveaux de réalité. Et là, on est plutôt dans une approche transformationnelle, et ça c'est important, on est dans une
on se place dans une co-construction de savoir. Quand on dit co-construction, il y a le construction, donc on construit quelque chose, on ne reçoit pas, mais on la construit, mais c'est une co-construction. Et là, vraiment, on voit que l'apprenant est vraiment participe. Il y a vraiment une démarche de développement de l'agentivité de l'apprenant dans l'appropriation de ses savoirs et la construction de ses savoirs. Donc, cette deuxième, ce possible, hein, cette alternative que je développe, eh bien, elle répond finalement à une éducation qu'on pourrait appeler une éducation holistique. Et c'est là où je voudrais m'attarder, c'est qu'est-ce que signifie qu'une éducation holistique? Déjà, holistique, ça vient de holisme, où on a deux idées maîtresses. C'est une vision du monde qui est à la fois écologique et sensible. Si je développe un tout petit peu, écologique, justement, ça va à l'encontre de ce réductionnisme, de cette fragmentation des savoirs. Et aussi, très important, Arnas, ce grand penseur, c'est une chose n'existe qu'en vertu des relations. Vous vous souvenez, j'avais dit le mot relation, ça va revenir. Eh bien, une chose n'existe qu'en vertu des relations qu'elle soutient avec le milieu dans lequel elle est plongée. Ça, c'est vraiment important. Alors, de cette définition du holisme, va découler justement cette notion d'éducation holistique qui va intégrer ces deux grandes idées maîtresses. Alors, c'est vrai qu'en matière d'éducation holistique, on n'a pas grand-chose au niveau de la francophonie. C'est aussi, l'éducation holistique se développe, est beaucoup plus développée en Asie. Et en matière de littérature, c'est plutôt du côté de la littérature anglophone qu'on va avoir plus d'informations. Au niveau des deux idées maîtresses, l'idée, c'est de prendre en compte l'apprenant dans sa totalité, dans sa globalité. Et la deuxième idée, c'est que le rapport au territoire nature est essentiel dans cette éducation holistique, pour deux raisons. C'est qu'on va mobiliser le fait qu'il y ait une connexion. On va nourrir cette connexion, justement, de l'être humain à la nature et de valoriser, de mettre en avant cette notion d'interdépendance. Et le deuxième point très important, c'est la nature est considérée comme source d'apprentissage. Et on va y revenir. Et donc, elle s'intègre dans une perspective d'éco-formation. Donc ça, je vous invite vraiment à en faire une petite photo de ces deux points. Ce petit point bleu, prendre l'apprenant dans sa globalité, et ce point vert, ce rapport à la nature est essentiel dans une perspective d'éco-formation qu'on va développer. Et c'est ce que je vais développer dans la suite de mes diapos. Je voulais savoir, valider avec vous, est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est bon? Tout S'il y a semble des bien questions? aller. Tout semble Bon, bien parfait. aller. Et puis, s'il y a des questions, je vous invite à noter les questions dans le clavardage, quelque chose qui vous interpelle, et je me ferai un plaisir de répondre à ces petites nuances ou ces petits points qui vous chatouillent. Alors, là, il y a une chose que j'ai envie de soulever. C'est que, en fait, quand on parle d'éducation holistique, on s'insère vraiment dans une notion de paradigme autochtone, une éducation autochtone. Pour eux, cette éducation, elle est holistique. Et ce rapport à la nature est fondamental. Et donc, on pourrait dire quelque part qu'il y a comme une sorte de retour aux sources. On pourrait se dire, mais finalement, quand on fait appel à cette éducation holistique, il n'y a rien de nouveau finalement. Il y a comme un retour aux sources. Et c'est vrai, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment il y a une nouveauté dans ce qu'on expose? Déjà, on parlait de Spinoza. Et puis, c'est là où je me suis intéressée en disant, c'est vrai, c'est Flora qui nous a invités pour faire cette présentation. Et puis, j'ai été voir un peu quelques photos de Flora. Et puis, quel paysage magnifique! C'est extraordinaire, ces éléments, ces forêts avec ces mousses, ces zones d'ombrage, ces falaises, ces éléments aquatiques, tout y est. Et là, on pourrait se dire, mais faisons un petit peu un arrêt sur image et revenons dans le temps. Finalement, ces paysages de Florac étaient là il y a plus de 1000 ans. Et on pourrait se dire, et ces habitants de cette nature-territoire, ces animaux, ces hommes et ces femmes, essayons de se plonger dans ce temps, un retour à 1000 ans en arrière. Il y avait bien de ces femmes et des hommes qui étaient dans cette connexion holistique avec la nature, qui connaissaient le pouvoir des plantes, qui faisaient des décoctions, qui
qui aimaient se retrouver en nature, ces personnes qui étaient un peu mystiques, ou ces femmes que l'on considérait pour certaines des sorcières et qui avaient des pouvoirs. Mais en fait, c'était ni plus ni moins des êtres de nature qui étaient justement dans une connexion holistique avec la nature. Donc, effectivement, finalement, il n'y a rien de nouveau. Et là, je me plais à reprendre cette expression d'Edgar Morin, la vraie nouveauté, elle naît toujours dans le retour aux sources. Donc, il y a une certaine cohérence à cela. Alors, ce qui est intéressant, donc, si on reprend ce petit point bleu, vous allez prendre une petite photo, ben justement, on va un peu étoffer. Ça veut dire quoi prendre en compte l'apprenant dans sa totalité, dans sa globalité? C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les dimensions de la personne. Et quand on parle de toutes les dimensions de la personne, Miller et ses collaborateurs pensent à 3 entrées dominantes. Chez les autochtones, on pense plutôt à 4 entrées, mais on revient au même finalement, parce que dans la deuxième entrée, elle pourrait se diviser en 2 autres entrées nuancées. La première entrée qu'on connaît tous en matière d'éducation, c'est de mobiliser la dimension cognitive de l'apprenant. Alors d'autres termes qui s'y rapprochent, la dimension rationnelle, donc la pensée, l'intellect. Et en anglais, comme je vous ai dit, la littérature dominante est une littérature anglophone, the mind. Ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée qui commence à se faire, et commence à faire sa place en matière d'éducation, bien sûr, c'est la dimension affective, sensorielle. Et c'est là où on voit justement la mobilisation du corps, the body en anglais, où il y a ces dimensions, de la dimension physique, la motricité, mais aussi la dimension sensible, donc la dimension affective, l'émotionnel. Et donc, ça, c'est la deuxième entrée. Ensuite, mais on peut avoir aussi quelques éléments périphériques quand on prend en compte toute la personne dans sa globalité, les éléments culturels, la dimension sociale de l'apprenant, mais aussi cette dimension esthétique qui l'anime. Et enfin, une troisième entrée qui est souvent mise de côté parce que difficile à appréhender ou à intégrer, c'est la dimension spirituelle. Ce que les anglophones disent, ou ce qu'on peut aussi dire, c'est l'intuitif. J'ai une intuition, je sens quelque chose. Mais on voit plutôt des termes en anglais, the spirit, the inner, the soul, peut-être l'âme. Donc voilà, c'est toutes ces notions de cette troisième dimension de l'être humain qui le constitue et que l'on intègre quand il est question d'une éducation holistique. Alors, on n'intègre pas de manière fragmentée le cognitif, puis des fois le sensoriel affectif ou des fois le spirituel. Non, c'est vraiment, on les intègre de manière justement écosystémique et de manière complète, ensemble. C'est pour ça que j'ai mis cette spirale enchevêtrée. On ne traite pas de spirituel uniquement. Non, non, c'est que le spirituel va nourrir la dimension cognitive, va nourrir l'affectif, l'affectif va nourrir la dimension spirituelle et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'on pourrait, moi, justement, je voudrais vous inviter à se poser la question, mais ça veut dire quoi, le spirituel, quand on parle d'éducation holistique? Et on sait très bien que le spirituel, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors justement, je vais, et c'est là un peu tout l'objet de mon apport là-dedans, dans cette présentation, c'est le spirituel dans cette dimension ontologique d'éducation relative à l'environnement. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs entrées, je vous en ai choisi vraiment les 5 essentiels. C'est un concept extrêmement complexe, mais j'ai essayé de vous présenter ça de façon synthétique. La première, l'essentiel, c'est une réalité anthropologique. Cette dimension ontologique de notre humanité, elle est fondamentale. Elle est à la fois universelle et singulière à chaque individu. Partout où vous allez dans le monde, quel que soit l'humain que vous rencontrez, tôt ou tard, il peut manifester une spiritualité. Et cette spiritualité est propre à chacun de nous. Et en matière de réalité anthropologique, en fait, ce qui est intéressant, une illustration, c'est les grottes de Lascaux, qui ne sont pas si loin, donc en France. Eh bien, si vous allez sur le site des grottes de Lascaux, du musée des grottes de Lascaux, il y a cette photo de ces mains, de cette première trace d'humanité. Et dans le site, on parle justement des traces d'une pensée spirituelle, ce qui est vraiment ce qui illustre bien que c'est vraiment une dimension de notre humanité depuis la nuit des temps. Le deuxième élément, c'est que c'est un processus global et phénoménologique, c'est-à-dire que c'est une expérience que l'on vit. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent « Ah, moi, j'ai vécu quelque chose là de très fort ». On parle de vivre une expérience spirituelle. Et elle est vécue tant avec son corps
qu'avec l'esprit. Et c'est là où vous voyez hein, cette fameuse spirale où la dimension corporelle, la dimension cognitive va alimenter cette dimension spirituelle. C'est vraiment quelque chose, c'est un concept qui est holistique finalement. Troisième point qui est très, très important et sur lequel on va vraiment axer notre attention, c'est que c'est une conscience profonde chez l'être humain de sa connexion au monde selon 3 sphères. La sphère de la reliance à soi, celle aux autres et celle de cette reliance à l'être, à son environnement, à son territoire, à son milieu de vie. Et là, vous revoyez le schéma que nous a présenté Lucie, hein, de ces 3 sphères interreliées du développement personnel et social de l'être humain, mais aussi, on y voit aussi ce processus tripolaire de la formation de l'être humain. Cette formation au contact de la nature, l'éco-formation, au contact de l'autre, mais aussi cette auto-formation. Donc ça, cet élément-là, c'est très important. C'est que lorsqu'on active une spiritualité chez l'être humain, il se sent profondément en reliance, connecté au monde, à l'autre. Et cet autre, ça peut être soi, ça peut être l'autre humain, mais ça peut être l'autre non humain, ce vivant, cet animal, ce territoire. Et c'est ça, c'est sur cet élément-là qu'on va se concentrer. Mais on a 2 autres entrées qui sont importantes. Eh bien, c'est que lorsqu'on parle de spiritualité, il est question d'une quête de sens, d'un questionnement sur le sens et une recherche de sens, une recherche d'harmonie et d'unité de son être au monde. Donc, finalement, quand on parle de quête de sens, quand on parle de questionnement, c'est quelque chose qui n'est pas dynamique, qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui est dynamique, justement. C'est vraiment, on est dans un processus. Il n'y a rien de figé. C'est quelque chose qui est en mouvance. On est toujours dans une quête de sens, dans une construction identitaire finalement. Elle est vraiment, elle se fait tout au long de la vie. Et donc, c'est un processus qui est vraiment dynamique. Et finalement, on arrive à ce 5e point. C'est un processus qui est transformationnel ou transformatif. Il va opérer une transformation de l'être humain, tout ce processus de questionnement, de remise en question, qui va activer justement la dimension critique, qui va activer justement cette dimension éthique. Et quand on voit qu'on va solliciter cette 3e sphère du rapport à l'environnement, ça va activer cette dimension d'éthique environnementale. Donc, oui, c'est un processus transformatif. Donc, voilà, ça c'est vraiment la grosse diapo qui va vous présenter vraiment le spirituel en quelques mots, en 5 points, c'est quoi? Alors, c'est sûr que quand on parle du spirituel, il y a toujours un petit quelque chose qui va nous titiller. C'est ce lien que certains font avec la dimension religieuse. Si le spirituel est souvent assimilé au religieux, pour des raisons culturelles et historiques, il s'en distingue. Et ça, je vous invite à lire cet ouvrage d'André Comte-Sponville, justement, qui parlait de cette fameuse spiritualité sans Dieu. On peut très bien être spirituel sans être religieux, sans être associé à une religion. Les religions sont nées, justement, de cette dimension spirituelle de notre humanité. Mais on peut très bien être spirituel sans être rattaché à une religion qui apporte plutôt des solutions, alors que la dimension spirituelle, on est plutôt dans le questionnement, dans cette dynamique de questionnement. Donc, voilà. Bien sûr, je vous invite de mettre de côté vos petites questions, vos petites choses qui vous titillent, puis je me ferai un plaisir d'en parler avec vous par la suite. Alors voilà, donc ici, petit résumé, cette éducation holistique qu'on a prise en compte. Et puis nous, bien sûr, ce qui nous intéresse dans cette éducation holistique, c'est toute la question du rapport au monde, donc du rapport au vivant. Donc finalement, c'est toute la dimension de l'éco-spiritualité, cette sphère verte, mais qui est toujours en interaction avec les autres sphères. Il n'y a aucune scission, tout est vraiment dans une dimension écosystémique et qui est en lien finalement avec l'éco-formation. C'est cette sphère qui va nous intéresser dans ce rapport au vivant. Et donc, on est dans une perspective d'éco-formation. Cette éco-formation, comme l'a dit Lucie, c'est toujours aussi, on peut le schématiser d'une autre façon qui a été développée par Gaston Pinon et puis repris abondamment par Pascal Galvani, avec ce trio éco-formation, auto-formation et la socio-formation. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement l'éco-formation existentielle. C'est la dimension d'éco-spiritualité qu'on peut appeler comme une éco-formation existentielle. Alors oui, vous pourriez me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a l'auto? Pourquoi est-ce qu'on remet l'auto dedans finalement? Eh bien, en fait, pourquoi? Souvenez-vous du premier point.
que j'ai soulevées quand j'ai présenté la spiritualité, c'est avant tout une réalité singulière à chaque individu. Donc c'est un processus qui se fait dans la liberté de l'être, et c'est lui qui va le construire avec lui-même dans cette construction identitaire. Et donc, c'est un processus personnel, mais dans cette relation, bien sûr, avec la nature. Et donc, c'est un processus éco-formation existentielle quand on fait appel à la dimension éco-spirituelle de l'être humain. Donc voilà, une éducation holistique, vous vous souvenez, il y avait ce petit point bleu, cette petite phrase bleue, prendre toutes les dimensions de l'être humain, et ensuite toute cette notion de l'importance, quand on parle d'éducation holistique, de cette relation à la nature et dans une perspective d'éco-formation. Alors là, c'est un peu la dimension un peu théorique, si je pourrais vous dire. Mais là, maintenant, nous avons affaire à des enseignants en matière d'agriculture, puis ce rapport au vivant. Comment finalement, quelle stratégie permettrait de développer en classe ou avec nos apprenants cette dimension de la spiritualité dans ce rapport à la nature, que j'appelle aussi cette reliance écologique, finalement? Eh bien, en fait, c'est toute la stratégie de la rencontre. Souvenez-vous, je vous avais dit, le deuxième point, c'est une expérience à vivre avec tous ses sens. Et donc, ça, c'est essentiel. Et donc, il importe, lorsque l'on veut mobiliser cette troisième dimension dans une perspective holistique d'éducation relative à l'environnement, dans ce rapport au vivant, eh bien, de créer des espaces qui sont propices à la rencontre. Et donc, des espaces, quand je parle des espaces, eh bien, c'est autant des lieux physiques, mais aussi des temps. Des temps dans nos apprentissages, c'est laisser ces moments de liberté à l'apprenant, de se retrouver, de permettre cette rencontre avec le vivant, avec ce territoire nature, avec ces animaux. Et donc là, ici, donc, il y a vraiment, et quand on parle de laisser des espaces, c'est pas une fois, c'est vrai, des fois on peut parler de ces éléments déterminant qui crée un basculement, une prise de conscience, cette expérience, mon Dieu, j'ai vécu une expérience éco-spirituelle. Mais souvent, il y a l'importance de permettre une certaine régularité, ces rencontres, comme si on rencontrait une amie. L'amitié se crée au fil des rencontres. La confiance, la profondeur de la relation se crée dans la régularité de la rencontre. Donc, créer ces espaces de manière régulière, de façon à créer une relation privilégiée avec le lieu et ses habitants. Alors, il n'est pas nécessaire de faire des choses, quelque chose. On est toujours dans le faire, dans le faire. Non, d'être juste là. Se laisser un temps pour écouter. Et donc, souvent, on mobilise en matière de stratégie cette notion de laisser un temps libre à nos apprenants pour être là et puis laisser venir la nature nous former, nous apprendre, nous nourrir. Et donc, souvent, on parle aussi de contemplation silencieuse et solitaire. Encore, ce solitaire, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun de nous. C'est pas quelque chose qui se fait. On peut être toi et moi ensemble là et on vit des choses, mais on vit chacun de manière singulière notre rapport profond au vivant. Et donc ça aussi, en matière de stratégie, il est possible aussi d'inviter à la tenue d'un journal de bord réflexif qui permet justement cette réflexion critique de qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été cette dynamique, ce processus, qu'est-ce que j'ai vécu, comment ça s'est développé, et offrir aux jeunes aussi la possibilité d'exprimer la manifestation de cette possible reliance écologique dans le partage de leur expérience, au travers de récits de vie ou de la création artistique et littéraire. Dans cette création artistique, finalement, va s'émaner, il y aura l'expression d'une reliance au-delà du mot, parce que des fois, les mots ne suffisent pas. Ça sera un regard, un geste. Alors des fois, l'angle artistique permet de dire des choses que les mots ne peuvent pas dire en matière de reliance. Donc voilà, donc en matière de stratégie, pour mobiliser cette éducation et puis cette dimension spirituelle, éco-spirituelle, dans une perspective, bien sûr, d'éducation holistique, voilà les stratégies qu'on peut mettre en place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... je suis un peu bloquée, attendez. Je vous mets toujours de côté les personnes qui m'écoutent. Voilà, alors, on peut se poser la question, mais
quand je vous ai dit, on laisse la nature venir à nous, on est dans une perspective d'éco-formation, et puis toute la dimension l'hétéroformation, elle est un peu mise de côté. C'est vrai, quelle est la place finalement de l'enseignant dans ce processus de résilience écologique? Ben, en fait, oui, on est dans une perspective de co-apprentissage, où là, l'enseignant, eh bien, il est aussi cet apprenant. Il devient apprenant à son tour, et mais la force de cet enseignant, c'est de permettre cette rencontre. Donc, il est dans une perspective plutôt de facilitateur, il accompagne, il va rendre possible justement ces partages. Mais donc, c'est un partenaire de cette éco-formation. Et là, encore une fois, vous voyez que finalement, on n'est pas dans l'exclusivité d'une éco-formation ni d'une auto-formation, mais c'est ce trio hétéro, éco et auto-formation. Et c'est ce qui va nourrir justement et qui va enrichir cette éducation. Alors, c'est bien beau tout ça, oui, c'est sympa, faire de l'éducation holistique, effectivement, c'est intéressant. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est quoi la plus-value de mettre en place, d'intégrer une éducation holistique au vivant de nos jours? Et donc là, en fait, c'est ce que je vais vous développer. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs apports, et donc je vais vous en exposer 6. Le premier, c'est un développement personnel du jeune. Il y a ce processus de subjectivisation, de développement personnel du jeune qui est importante, qui est essentiel. Ce n'est pas un développement de savoir, mais c'est un développement de l'être. Ensuite, si on va un peu plus loin, c'est le développement de son bien-être, par ce sentiment de reliance au vivant, à soi-même, cette reliance à soi-même, mais aussi aux autres humains. Et donc, c'est le développement d'un sentiment d'unité et d'appartenance à cette communauté. Et quand on parle de cette communauté, ça peut être la classe, ça peut être l'école, mais aussi à l'ensemble du réseau de la vie. Et là, effectivement, ce qu'on voit là-dedans, on voit justement, on retrouve ces 3 sphères en matière de reliance au vivant. Le troisième point, quand on parle de cette quête de sens, elle se rapporte à une praxis. C'est toujours une expérience à vivre et une expérience réflexive qui va mobiliser finalement une démarche d'émancipation face aux conditionnements sociaux qui nous oppriment et qui portent à la division, à la destruction. Donc, il y a vraiment un processus de questionnement, une dimension critique qui est mobilisée finalement dans une perspective d'émancipation. Et là, on rejoint beaucoup le processus de l'éco-pédagogie. Enfin, donc le quatrième apport qu'on peut avoir, si on mobilise ce désir d'émancipation couplé à une recherche d'harmonie, d'unité, elle va mobiliser un esprit créatif afin de trouver justement des solutions. Là, ça ne marche pas. J'ai envie qu'il y ait plus de cohésion, de cohérence. Comment est-ce qu'on pourrait faire les choses? Eh bien là, vous voyez le développement de cette dimension créative et dont a fait aussi mention Lucie dans sa présentation. Cinquième point, cette ouverture finalement, c'est une ouverture paradigmatique, une alternative à d'autres champs des possibles, mais une ouverture épistémologique sur l'introduction de la connaissance subjective pour compléter ce champ de savoir qui est souvent un savoir objectif. Donc vraiment, là, on est vraiment dans une multiplicité, l'ouverture à ces différentes réalités du savoir. Et enfin, c'est ce processus transformatif, c'est le 5e point de qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle. Eh bien, cette transformation qui peut mener justement, quand on parle de cette subjectivisation, de cette émancipation, de cette création, il y a transformation. Et cette transformation, elle peut mener à un engagement éco-citoyen pour une reconstruction justement des réalités socio-écologiques pour un bien-être individuel et collectif. Et finalement, somme toute, souvenez-vous de ces 2 grandes flèches que j'avais menées. Et quand on parle de cette posture écocentrique, c'est pour un vivre ensemble écologique, pas seulement un vivre ensemble anthropocentrique entre nous les êtres humains, mais avec l'ensemble du vivant. Donc voilà, c'est ce qui clôture finalement ma présentation. On voit dans toute quand on mobilise cette éducation holistique, voir de quelle manière, qu'est-ce que ça signifie, cette 3 entrées, finalement, quelque chose qui, donc le cognitif très présent au jour d'aujourd'hui en matière d'éducation, l'affectif qui commence à faire son entrée, et c'est là, voilà, j'invite à cette
d'élargir toutes ces dimensions de l'apprenant à ces dimensions spirituelles qui est complètement séculière. Et donc, pour vraiment prendre en compte de manière écosystémique l'apprenant dans sa globalité, pour développer une reliance, un vivre ensemble écologique, et donc un rapport au vivant, un rapport à l'animal, à la nature, territoire, qui est beaucoup plus inclusive et qui mobilise toutes les dimensions finalement de l'éducation relative à l'environnement. Vous avez vu toute la dimension critique de questionnement. Quand on est dans une quête, c'est le questionnement. La dimension donc critique, la dimension éthique, le pourquoi. Pourquoi faire ça? Et donc toute l'éthique environnementale, cette dimension intrinsèque que l'on accorde au vivant. Donc toutes les dimensions sont mobilisées dans cette éducation-là.